Les voyages à Terre-Neuve disponibles sur la banque de voyage Planning Motion sont vraiment très populaires. La banque de voyage Planning Motion, c'est l'endroit où les utilisateurs de Planning Motion peuvent trouver des voyages préparés par les autres utilisateurs. On peut les ajouter gratuitement à son Planning Motion pour s'en inspirer et surtout pour les mettre à sa main. Alors, plusieurs utilisateurs de Planning Motion qui nous ont dit être en train de préparer leur voyage à Terre-Neuve se posent des questions comme quelle est la meilleure période pour voir les icebergs, quelle est la meilleure période pour la météo, combien de temps prévoir pour le voyage, faut-il réserver ou surtout quand faut-il réserver les hébergements, les campings, les activités, les traversiers. Alors, pour répondre à ces questions, on a contacté Christine et Stéphane de Voyager au Canada. Christine et Stéphane sont des professionnels du voyage depuis 25 ans. Ils connaissent les coulisses du tourisme et donnent des conseils qu'on ne trouve pas ailleurs. Ils voyagent partout au Canada pour tester et dénicher des nouvelles perles touristiques qu'ils partagent sur leur blog et surtout dans leur guide numérique. Ils reviennent justement d'un voyage de 30 jours à Terre-Neuve. Ils ont donc des informations validées et à jour. On va leur poser toutes ces questions. Avoir la chance de voir des icebergs, c'est vraiment ce qui ressort des récits de voyage à Terre-Neuve. Alors, Stéphane, à quel moment de l'année on devrait aller à Terre-Neuve si on veut se donner le maximum de chances de voir des icebergs? Alors Nathalie, je commence par te dire que la saison des icebergs s'étire du mois d'avril jusqu'à courant juillet environ. Mais la meilleure période pour voir les icebergs, c'est de fin mai à fin juin. Et puis il faut savoir aussi que la période d'observation va varier selon la région. Alors elle est plus longue si tu es dans le nord-ouest de Terre-Neuve, dans le coin de Saint-Anthony par exemple, puis elle va être plus courte si tu es dans le sud-est de la province, du côté de Saint John's. Puis dernier point, ça varie aussi selon les années. Alors si je fais juste comparer les 2 dernières années, 2023-2024, 2023, c'était une année où il y a eu beaucoup d'icebergs et 2024, il y en a eu très peu, un peu en début de saison et plus du tout par la suite. Alors on connaît le coupable pour 2024, c'était le fameux El Niño. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a eu comme effet El Niño? Bah, en fait, à cause d'El Niño, l'hiver a été doux et le printemps précoce. Résultat, peu d'icebergs. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que les icebergs, ils reviennent chaque année, mais ça peut varier d'une année à l'autre. En règle générale, si l'hiver est froid, alors tu devrais voir des icebergs. Moi, j'ajoute un point important à connaître du voyage au mois de mai, Nathalie. En fait, le meilleur moyen pour voir des icebergs près, c'est de faire une croisière d'observation des icebergs. Alors, tu peux faire cette activité plusieurs endroits à Terre-Neuve, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la date de début des croisières varie entre début mai et fin mai selon l'endroit où tu te trouves. Donc, si tu voyages tôt dans la saison, par exemple début mai, ben, il y a de fortes chances que le seul moyen pour toi de voir des icebergs, c'est de les voir depuis le rivage selon l'endroit où tu te trouves. Voilà. Mais Stéphane, tu avais commencé à dire des endroits où on pouvait voir les icebergs. Est-ce qu'il y a des endroits plus propices pour voir des icebergs? Et puis, en fait, comment on fait pour savoir où sont les icebergs une fois qu'on est sur l'île? Alors ça, c'est une très bonne question et pour répondre à cette question, je vais afficher une carte, tu vas comprendre tout de suite. Alors, ici, on voit Terre-Neuve et Labrador. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est, tu vois cette espèce de grande ligne blanche qui se promène au large du Labrador et de Terre-Neuve. Alors, le meilleur endroit pour voir les icebergs, c'est le long de cette iceberg allée, l'allée des icebergs, qu'on peut appeler aussi couloir ou corridor des icebergs. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les icebergs, ils naissent dans les glaciers du Groenland et dans l'Arctique canadien et ils vont dériver, commencer leur voyage pour longer les côtes du Labrador, venir longer les côtes de Terre-Neuve. Nous, ce qui nous intéresse à Terre-Neuve, c'est ici, tu vois Saint-Anthony, porte d'entrée pour observer les icebergs. Ils continuent leur voyage pour se rendre jusqu'aux environs de Saint John's et toute la côte est de Terre-Neuve. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les icebergs, ils suivent ce chemin et le vent et les courants vont les pousser vers les côtes de Terre-Neuve. Et certains d'entre eux vont aller s'échouer dans les anses, dans les baies, pour le plus grand bonheur de la population et des touristes. Alors, tu vois des icebergs sur
tout le littoral nord de l'île de Terre-Neuve et sur les côtes du Labrador. La deuxième partie de la question, c'était le meilleur moyen pour savoir où sont les icebergs, c'est de consulter un outil en ligne qui s'appelle la carte Iceberg Finder. Donc ça, c'est un outil vraiment incontournable. C'est une carte interactive qui localise les icebergs avec des photos, des descriptifs. Alors c'est bon à savoir quand tu consultes la carte que si l'iceberg il était à Saint-Anthony il y a 2 jours, ça se peut que quand tu arrives un peu plus tard, que l'iceberg, il a continué son voyage et qu'il est un peu plus loin. Donc faut être prêt à faire quelques kilomètres pour aller à la chasse aux icebergs. Parce que ça peut se déplacer, jusqu'à 3 kilomètres et demi à l'heure, un iceberg. S'il est échoué, tant mieux, il va rester là, mais s'il se déplace, il faut être capable de le suivre. Tu as d'autres outils très pratiques. Tu as la carte du Service canadien des glaces qui, elle aussi, répertorie les icebergs, donc pratique. Tu as aussi une page Facebook qui localise et répertorie des icebergs, pratique encore. Puis en plus de ces outils en ligne, bah, évidemment, les premiers à qui il faut poser la question, c'est les locaux, les Terre-Neuviens eux-mêmes, qui sont adorables et qui savent où sont, les icebergs s'il y en a dans leur coin. Faut demander également aux prestataires et puis il faut demander aux centres d'info touristique, aux visitor centers qui vont être capables, de te dire s'il y a des icebergs dans le coin, ils vont pouvoir te le dire. Donc, il y a des outils en ligne et puis il y a les outils sur place. Alors, si vraiment il y a des icebergs, tu avec, tous ces outils, tu es sûr de les voir. Stéphane, tu pourrais peut-être donner quelques idées de noms qui peuvent sonner une cloche. Oui, alors je vais nommer quelques villes un peu connues. Saint-Anthony, tout au nord de Terre-Neuve, qui est un petit peu la porte d'entrée. Tout ce qui est la péninsule, de baie verte ici est réputé. Les icebergs viennent, s'y échouer en grand nombre. Tout ce qui est Toolingate, Fogo Island, Bonavista, St. John's et finalement le voyage des icebergs, bah, termine au large de St. John's. Un petit peu plus bas, on voit ici Ferryland, c'est la fin du voyage, ils fondent, alors on n'en voit plus. Donc de Saint-Anthony à St. John's, c'est là où on peut voir les icebergs. Alors, moi, je vais juste ajouter un point. On voit bien sur la carte aussi qu'on ne peut pas voir d'iceberg sur la côte sud de Terre-Neuve. Et puis, sur la côte ouest non plus, parce que tu vois que la petite ligne blanche se termine dans le détroit de Belle-Île, donc entre la côte du Labrador et puis le bout de la grande péninsule du Nord. Maintenant, Stéphane a mentionné plusieurs noms intéressants pour voir des icebergs, mais en fait, il y a 2 en particulier qui sont réputés pour voir des icebergs à Terre-Neuve. Donc, on a Saint-Anthony, au bout de la grande péninsule du Nord. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'à Saint-Anthony, chaque année au mois de juin, il y a un festival des icebergs. Ça vient bien appuyer le fait que le mois de juin, c'est une bonne période pour voir des icebergs. La deuxième ville intéressante, c'est Twillingate, qu'on voit ici en rouge. Alors, Twillingate est un petit peu plus connu parce qu'en fait, c'est plus proche de Saint-Jean. Et c'est beaucoup plus accessible que Saint-Anthony, qui est vraiment isolé tout au nord. Je termine par une petite anecdote à propos de ces 2 villes. En fait, à la fois Saint-Anthony et Twillingate se sont autoproclamés capitale mondiale des icebergs. Rien que ça. Donc, ça veut quand même dire que quand tu es dans l'une de ces 2 villes, c'est vraiment un bon endroit pour voir des icebergs. Donc, parce qu'en fait, je vois que les endroits où c'est propice de voir des icebergs, c'est toute la côte nord et Toute la côte. est de l'île. Donc, Christine, ça veut dire qu'en faisant la chasse aux icebergs, on se trouve à pouvoir également voir des endroits très intéressants à visiter. J'imagine que toute cette côte-là, il y a beaucoup de choses à voir en dehors des icebergs. Alors, oui, Nathalie, en fait, il y a des attraits un peu partout le long du littoral. Donc, voilà, Stéphane va nous afficher des photos. Je vais te donner des exemples d'attraits. Donc, tu peux voir des animaux. Alors, ça peut être des baleines, ça peut être des oiseaux marins comme les macareux moines, c'est les fameux puffins. Les poux de bassin, on aime beaucoup. Les caribous. Tu peux visiter des sites historiques nationaux comme là, on voit L'Anse-aux-Médozes, donc un campement viking. Donc ça, c'est proche de Saint-Anthony, justement. Ça fait partie de la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Tu peux voir des endroits réputés comme Fogo Island, qu'on a beaucoup aimé. Tu peux faire des randonnées un peu partout dans la province, partout sur le littoral. Donc, c'est
de différentes durées, de difficultés différentes. Il y en a vraiment pour tout le monde. Puis avec des points de vue spectaculaires, comme on voit là. Tu peux voir des petits villages avec des maisons colorées, des petits villages de pêcheurs. Tu peux voir des phares, évidemment, très beaux phares. Et puis, bah aussi des curiosités géologiques. Là, il y en a vraiment à plusieurs endroits sur le littoral, ça vaut la peine. Donc, en fait, bah la liste est longue. Je te dirais que même si ta seule activité c'est la contemplation, bah ça vaut la peine d'y aller, même quand il n'y a pas d'iceberg, en fait. C'est le littoral déchiqueté, t'as des anses, des baies, t'as des points de vue spectaculaires un peu partout. Donc, en fait, c'est magnifique. OK, là, il y a plein de questions qui me viennent en tête, mais avant, j'en ai juste une dernière question en lien avec les icebergs. En fait, c'est que si on décide de se donner le maximum de chances de voir des icebergs en y allant au début de la saison, donc fin mai, juin, à quoi on devrait s'attendre du côté météo? Alors, côté météo, Nathalie, je vais être très honnête avec toi, tu peux t'attendre à avoir de la pluie, tu peux t'attendre à avoir des températures fraîches ou froides. Tu peux t'attendre aussi à avoir une spécialité terre-neuvienne, de la brume ou du brouillard. Et pour donner une idée, Saint-John, c'est quasiment 1 jour sur 3 où il y a de la brume dans l'année. Donc 124 jours de brume en moyenne. Argentia, qui est pas très loin, 206 jours de brume en moyenne. Donc tu vas avoir de la pluie, tu vas avoir de la brume, du brouillard, tu peux évidemment avoir du beau temps. Et puis ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Terre-Neuve, c'est une destination à la météo très changeante. Dans une même journée, tu peux avoir toutes les météos. Il y a d'ailleurs un proverbe qui dit: «Attends 5 minutes et la météo va changer». Alors si tu viens 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu vas avoir un mélange de beau temps, de pluie, de brume, de brouillard, et tu vas aussi faire la connaissance du vent, parce que Terre-Neuve, c'est une destination où il vente beaucoup. Tu as des coiffes. Tu pourras regarder et constater, avec les tucamores, qui sont ces petits arbres rabougris, totalement décoiffés, qui ont du mal à pousser sur les côtes de Terre-Neuve à cause du vent. Terre-Neuve est d'ailleurs l'endroit au Canada où il y a les vents les plus forts, les plus violents. Donc, si tu vas à Terre-Neuve, il y a quelque chose que tu dois absolument mettre dans ta valise, c'est un coupe-vent imperméable. Parce que tu OK. vas avoir de la pluie, tu vas avoir de la brume, du brouillard, du vent et du beau temps. Ah, ben ça, c'est noté, c'est noté. Mais est-ce qu'il y aurait quand même un avantage du côté météo y aller à ce moment-là un peu plus tard dans la saison? Parce que on s'entend là, que le froid, la pluie tout au long du voyage, ça serait certainement pas très agréable. Alors, même si tu me dis qu'il y a énormément de jours de brouillard, est-ce que si on considère juste le côté météo, à quelle période là, qu'on devrait y aller pour se donner la chance, disons, de ne pas avoir trop de pluie? Alors là, je vais prendre le relais, mais avant de répondre à cette question-là, Nathalie, je voudrais juste ajouter une petite info pratique logistique en rapport avec le mois de mai-juin, justement. En fait, si tu voyages au mois de mai, je te conseille de pas arriver trop tôt parce que la plupart des activités, restaurants, camping, hébergements saisonniers ouvrent seulement à partir de la fête de la fin de semaine de la fête de la Reine. Donc Victoria Day en anglais. Donc ça, c'est vers la fin mai. Avant cette date, tout est fermé ou prêt. Voilà. Petite précision là, attention de ne pas arriver trop tôt en mai. Alors maintenant, pour continuer, pour répondre à ta question au niveau de la météo la plus favorable, enfin à quel moment elle serait plus favorable, je te dirais, tu peux voyager à Terre-Neuve de début juillet à mi ou fin septembre environ, si tu souhaites avoir un peu moins de pluie, plus de journées ensoleillées et des températures plus agréables. D'ailleurs, je te donne un exemple. Bah, cet été, on a des abonnés qui nous ont dit avoir eu des journées 30 degrés à Terre-Neuve au mois de juillet. Et nous, quand on est allé à Terre-Neuve cette année, fin août, on a eu plusieurs jours à 26 ou 27 degrés. Donc oui, c'est possible d'avoir de la chaleur et du beau temps à Terre-Neuve. OK. Maintenant, si je prends le mois de septembre, alors le mois de septembre, en fait, la tendance va vers une météo favorable, c'est-à-dire des journées ensoleillées, des températures douces en journée. Et je te dirais que c'est un peu comme si le mois d'août déteint
sur le mois de septembre. On en a fait l'expérience cette année pendant notre road trip, justement. Sur 30 jours à Terre-Neuve, au mois de septembre, on a eu 2 jours de pluie. Alors, ça nous a surpris, donc on a posé la question à peu près à tous les locaux qu'on croisait en route pour savoir si c'était une année exceptionnelle ou pas. Et donc non, ils nous ont dit que c'était vraiment la tendance depuis quelques années, le mois d'août déteint sur le mois de septembre. Maintenant, attention, en septembre, tu peux avoir une tempête automnale, comme ça a été le cas avec Fiona en 2020, qui a fait des dégâts sur la côte sud de Terre-Neuve. Et puis je terminerai avec un petit point qui a pas rapport avec la météo. En fait, voyageant en septembre, ce qu'on a trouvé de vraiment intéressant, c'est que c'est moins cher et puis il y a vraiment moins de monde. Par exemple, on a été plusieurs fois seuls sur les sentiers de randonnée à Terre-Neuve, donc ça c'est vraiment très sympa. L'inconvénient, c'est que plus la saison avance, plus les prestataires et les services vont fermer, donc ça dépend vraiment de tes centres d'intérêt et ce que tu as envie de faire sur place. Ah ben, ça nous donne vraiment beaucoup d'informations pour nous aider à décider quand aller à Terre-Neuve. Maintenant, l'autre grande étape de la préparation de ce voyage est de créer un itinéraire. Hein. On a parlé tantôt de certaines régions où on pouvait voir les icebergs, mais est-ce que vous pourriez parler des différentes régions de Terre-Neuve pour nous donner une idée là, des déplacements, des distances, pour donner une vue d'ensemble pour aider à bâtir un itinéraire? Avec plaisir. Et là encore, pour bien comprendre, je vais partager mon écran pour afficher une carte. Alors ça, c'est la carte des régions touristiques de Terre-Neuve. Alors, je vais simplement les nommer, puis vous donner quelques noms intéressants à connaître pour vous situer. Alors, il y a 4 régions touristiques. Je vais commencer par l'Est, avec la région d'Avallon en jaune. Donc, cette région est connue. On y retrouve la capitale St. John's, et puis parmi des attraits importants, vous avez par exemple le fameux Cap Spare, qui est le point le plus à l'est du Canada. Si je m'en vais au sud, on va retrouver Mistaken Point. Encore au sud, on va retrouver la réserve écologique des Fous-de-Bassan de Cap-Sainte-Marie. Et puis on retrouve aussi non loin Argentia, donc la ville d'où arrive et repart le traversier qui fait la liaison avec North Sydney. Donc ça, c'est la région d'Avallon. Juste à côté, couleur saumon, pêche, on a cette belle région qui est la région Est, qui s'étire en longueur. Donc tout au nord, on trouve des endroits connus comme Bonavista, Elliston pour voir les fameux macaremoines, les fameux puffins, Trinity avec une randonnée célèbre qui est la Scarewing Trail. Puis si je vous emmène plus au sud, l'autre point très populaire, c'est la fameuse péninsule de Burin qu'il faut prendre. Il faut se rendre tout au bout si on veut aller rejoindre Fortune, d'où part le traversier qui vous emmène aux îles de Saint-Pierre-et-Miquelon. Beaucoup de gens veulent aller visiter Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est ici qu'il faut se rendre pour aller les voir. Juste à côté, la grande région orange, c'est la région du centre. Alors on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'attraits, de points d'intérêt sur la partie nord de cette région. Le sud est moins accessible, moins touristique. Alors sur le nord, quelques noms, le parc national Terra Nova, le petit village de Salvage, ici toute la Kittiwake Coast qui nous emmène à Fogo Island, Twillingate, la péninsule de Bevet, avec Fleur de Lys, Lassie. Donc ça, c'est la région centre. Puis finalement, tout à l'ouest, tout en vert, la région ouest avec en plein cœur le joyau de Terre-Neuve, le parc national du Grand Morne, un incontournable qu'il faut absolument voir. Pas loin du parc, on retrouve l'aéroport de Deer Lake qui dessert l'ouest de l'île. Je vous emmène maintenant tout au nord où on va retrouver Saint-Anthony, L'Anse aux Meadows, le fameux campement viking que Christine a décrit tantôt. Et puis, je vous emmène à l'autre bout, direction le sud, et on retrouve Chanel-Port-aux-Basques avec le fameux traversier qui fait la liaison avec North Sydney. Donc, 4 régions, l'ouest, le centre, l'est et Avallon. Et je n'oublie pas la dernière, même si on va plutôt parler de Terre-Neuve et pas du Labrador, on retrouve la région du Labrador, ici tout en bleu, qui s'étire plus que ce qu'on voit sur l'écran, avec
un autre traversier qui permet de faire la liaison entre Blanc-Sablon et Sainte-Barbe. Voilà pour les grandes régions touristiques de l'île de Terre-Neuve. Maintenant, je vais vous montrer d'autres cartes et c'est Christine qui va vous donner une idée des distances pour parcourir l'île de Terre-Neuve. Alors, la première qui est à l'écran, c'est une route très importante. C'est la route principale qui traverse l'île de Terre-Neuve. En fait, c'est la transcanadienne, donc qui va de Port-au-Basque à St. John's, 900 km. À savoir, le kilomètre zéro de la transcanadienne est à St. John's, devant l'hôtel de ville. C'est une petite anecdote. Donc, ce qu'on voit bien quand on regarde la carte, c'est que si tu veux aller explorer les péninsules, à chaque fois, tu dois sortir de la transcanadienne et puis prendre des routes secondaires. Et en sachant qu'il y a 29 000 km de côte à Terre-Neuve, évidemment, ça peut prendre du temps d'aller explorer les péninsules et puis ça fait des kilomètres. Voilà pour cette première carte. Alors, la deuxième, donc là, c'est ce qui relie St. John's à l'attrait incontournable numéro 1 de la côte ouest, c'est-à-dire le parc national du Gros-Morne. Donc là, c'est 700 km. Alors, c'est sûr, tu peux le faire d'une traite, mais bon, c'est bien de s'arrêter en route pour voir d'autres attraits avant ça. Là, de St. John's à Saint-Anthony, on en aura parlé aujourd'hui avec les icebergs. Donc là, c'est 1050 km pour aller jusqu'au bout de la grande péninsule du Nord. Donc là, ce qui est intéressant avec cette carte, en fait, c'est que on voit que quand on est au bout à Saint-Anthony, pour revenir en direction de Rocky Harbour, le parc national du Gros-Morne, on est obligé de reprendre la même route, de revenir sur ces. Et donc, ça m'amène à un autre point. En fait, tu ne peux pas faire le tour de l'île de Terre-Neuve en faisant une boucle. Le plus souvent, tu es obligé de revenir sur tes pas. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête quand on planifie un itinéraire à Terre-Neuve. Alors là, c'est l'étape St. John's Tooling Bay, donc l'autre ville réputée pour l'observation des icebergs. Donc là, tu vois 440 km, environ 5 heures de route. Là, on a St. John's et Fortune, donc ça passe par la péninsule de Burin. Stéphane en a parlé tout à l'heure. C'est de là que tu prends le traversier pour aller à Saint-Pierre-et-Miquelon. Et il te faut à peu près 4 heures de route également pour venir jusque-là. Et cette carte est un autre exemple du fait que, à nouveau, tu dois revenir sur tes pas pour rejoindre la transcanadienne et continuer ton voyage. Alors, un autre exemple. Donc ça, c'est Argentia St. John's, 130 km. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que quand tu arrives Nord-Sydney par le traversier, c'est une traversée de nuit. Tu arrives à 10 heures du matin, en fait, à Argentia, et tu vois que là, ça te prend une heure et demie pour aller rejoindre la capitale. Et donc, tu peux, le même jour, commencer à visiter St. John's, puis les environs. Tu perds pas ta journée, en fait. Maintenant, pour avoir une idée des distances sur la côte ouest du nord au sud, cette fois-ci, donc tu vois environ 700 km. Dernière carte très intéressante, illustre un point important à retenir aussi quand on pense à son itinéraire. Donc là, ce petit exemple, c'est le trajet entre Port-au-Basque et Rose-Blanche-Arbour-le-Coup. Donc ça, c'est uniquement 45 km. Mais la raison pour laquelle on te montre cette carte, c'est que dès que tu arrives là, il y a plus de route. En fait, tu dois prendre un bateau pour aller profiter de la côte sud de Terre-Neuve. Et donc ça illustre le fait que il y a plusieurs secteurs à Terre-Neuve, pas d'accès routier ou alors c'est difficilement accessible. Si j'ai une dernière carte à vous montrer. Alors ça, c'est une carte de Mont Cru. Alors Google Maps, c'est pratique, mais avec cette carte-ci que j'ai appelée Terre-Neuve distance et kilomètres en un clin d'œil, on va retrouver les traversiers, donc avec la durée. On va retrouver les aéroports, donc St. John's, Gander et Deer Lake. Et puis, j'ai arrondi le kilométrage pour qu'on puisse calculer mentalement, rapidement, les distances entre les grandes villes et les principaux points d'intérêt sur l'île de Terre-Neuve. Donc, on mettra aussi cette carte dans les documents récap. C'est très pratique. Un point que je voulais dire, c'est oui, Terre-Neuve, c'est grand. Puis ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que c'est peu peuplé, Terre-Neuve. Pour vous donner une idée d'un ordre de grandeur, la population totale de Terre-Neuve et Labrador,
c'est la même chose que la population de la ville de Québec. Donc, il y a autant d'habitants dans la ville de Québec que dans toute la province de Terre-Neuve et Labrador. Ça veut dire que vous avez environ 95% de la population qui est sur l'île de Terre-Neuve. Autrement dit, il y a quasiment personne au Labrador. Et sur ce 95% de la population, la moitié habite ici, sur la péninsule d'Avalon. Alors, c'était une réalité sur l'île de Terre-Neuve et c'est bon à savoir. Si vous avez l'intention de visiter des grandes villes, bah, vous n'allez pas en croiser beaucoup. Parce que, à part St. John's, qui fait un peu plus de 110 000 habitants, les autres grandes villes sont pas loin de St. John's et après, c'est des petites villes. Je vous donne 3 exemples. Dès qu'on sort de la péninsule d'Avalon, je vous emmène dans le centre de l'île de Terre-Neuve. Vous avez Gander ici avec l'aéroport international, Grand Falls Windsor, 13 000, 15 000 habitants maximum. Et puis si on veut avoir la plus grande ville de la côte ouest, eh bien ça va être Corner Brook, 20 000 habitants. Autrement dit, vous allez croiser surtout des petites villes et des villages dès que vous sortez de la grande péninsule d'Avalon. C'est la réalité de Terre-Neuve et c'est bon de le savoir quand on planifie son itinéraire parce que ça, évidemment, on ne trouve pas des services à tous les coins de rue. OK, donc oui, donc on parle vraiment de très grandes distances entre les villes où on retrouve des services, éventuellement de l'hébergement, des épiceries, tout ça. En plus, on n'a pas les possibilités de faire des boucles. On doit revenir constamment sur ses pas pour aller d'un endroit à l'autre. Alors, notre itinéraire va d'autant plus dépendre du temps qu'on a pour le voyage, là, si je comprends bien. Qu'est-ce qui serait réaliste de faire, par exemple, sur 10-15 jours, si je veux avoir une vue d'ensemble de Alors, Terre-Neuve? alors, Nathalie, si tu as 10 jours ou moins, je vais décomposer ça en 2 parties. Donc, si tu as 10 jours ou moins, ce que je te conseille, c'est de choisir entre l'Est ou l'Ouest. Parce que tu viens de le dire, les distances sont grandes. Donc, si tu veux essayer de faire les deux en 10 jours ou moins, bah, tu vas courir. Donc, ce que je te conseille, c'est si tu te concentres sur l'Ouest, par exemple, bah, en 10 jours, tu as le temps de faire du nord au sud. Et si tu te concentres sur l'Est, alors tu peux faire une partie de la péninsule d'Avalon, aller un petit bout sur la péninsule de l'Est avec la région de l'Est avec la péninsule de Bonavista, par exemple, ou aussi aller dans la région du centre jusqu'à Tullingate ou plus loin. Donc ça, c'est ce que tu peux faire en 8-10 jours en sélectionnant vraiment l'Est ou l'Ouest. Maintenant, si tu as 2 semaines, 15 jours, alors tu peux faire la combinaison Est-Ouest. Mais dans ce cas-là, ce que je te conseille, c'est d'arriver à un endroit et de repartir d'un autre endroit. Donc, par exemple, d'arriver en traversier à Port-au-Basque et de repartir par le traversier d'Argentia. Puis si tu arrives en avion, bah, d'atterrir à St. John's et de repartir depuis Deer Lake. Ça te permet de sauver des kilomètres et le rythme est vraiment plus agréable. Évidemment, si tu n'as pas d'autre choix que d'arriver et de repartir du même endroit, alors je te conseille une durée minimum de 3 semaines. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour pas courir. Hein. Et surtout qu'il faut que tu gardes à l'esprit, hein, on l'a vu tout à l'heure sur la carte, Port-au-Basque, St. John's, c'est 900 km par trajet. Donc si tu fais l'aller-retour, tu as déjà 1800 km à la base. Dernier point, si tu as envie d'aller à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont on a parlé tout à l'heure, bah, je te conseille d'ajouter un minimum, vraiment minimum, de 3-4 jours, parce qu'il te faut du temps pour aller rejoindre Fortune, où tu prends le traversier. Ensuite, il te faut un minimum de 2 nuits sur place. C'est vraiment le strict minimum, hein. Moins, ça sert à rien d'y aller. Et puis ensuite, bah, il te faut du temps pour repartir depuis Fortune et aller rejoindre la Transcanadienne et ta prochaine étape. Petite question sur Saint-Pierre-et-Miquelon pendant que tu en parles. Ouais. Est-ce qu'on peut traverser avec notre propre voiture ou on traverse à pied? Alors, en fait, jusqu'à il y a peu de temps, tu pouvais juste traverser à pied. Mais maintenant, tu peux traverser avec ta voiture et même avec ton VR. Par contre, la réservation pour ton véhicule ne peut pas se faire directement en ligne. Il faut vraiment que tu contactes SPM Ferries pour décider en fait de est-ce que c'est possible, combien ça coûte, etc. Tu es vraiment obligé de les contacter par téléphone ou par courriel, sinon tu peux pas le faire. Mais c'est possible maintenant de prendre son véhicule. OK. Et puis, si là, tu as parlé jusqu'à 3 semaines, mais si j'ai un mois, je peux vraiment
dire je fais le tour de l'île au complet, là. Ben, le tour, façon de parler. Je peux faire pas un tour, mais bien voir toutes les régions de l'île de Terre-Neuve. Oui, alors là, si tu as un mois, ça devient intéressant parce que tu peux combiner facilement l'Est et l'Ouest sans courir. C'est ce qu'on a fait, nous, d'ailleurs, au mois de septembre. Je vais montrer la carte juste après. Mais je précise tout de suite que même en 30 jours, tu peux pas tout faire et tu peux pas tout voir. Si tu es comme nous et que tu veux t'arrêter tous les 5 minutes et que tu veux faire une rando par jour, parfois 2, parfois 3, tu n'arriveras pas à aller tout au nord, tout au sud et aux 4 coins de l'île. Maintenant, si tu es quelqu'un qui aime rouler, en 30 jours, tu peux faire les 4 coins de l'île de Terre-Neuve, ça c'est sûr. Alors, je vais partager encore mon écran parce que je vais vous montrer ma carte. Donc, ça c'est le road trip qu'on a fait en septembre dernier. On est arrivé par le traversier d'Argentia. On a fait le tour de la péninsule d'Avalon. On a bien pris le temps d'aller faire tout le tour de la péninsule de Bonavista. On a même été faire coucou au petit village de Salvage qu'on voulait absolument voir, à côté du parc Terranova. On a ensuite rejoint Fogo Island, absolument incontournable. Tulingate à côté. On a été flirter avec la péninsule de Bevert. On a été, alors ça a pris du temps, là, on a été se rendre au bout de petite péninsule. Ensuite, on a été rejoindre le parc national du Gros-Morne, c'est notre chouchou, donc on a pris notre temps. On a bien été tout au nord, on a été au sud. Vraiment, on a été faire le parc sous toutes ses facettes. On a pris le temps d'aller explorer toute la région de la Bay of Island ici. On a fait tout le tour de la péninsule de Port-au-Port pour finalement redescendre et sortir par le traversier de Port-au-Basque. Alors, on a fait ça en 30 jours. Si on voit les petits cercles bleus, ça c'est le nombre de nuits qu'on a passé à chaque étape. Donc on voit que la majorité, c'est des 2 nuits. On a mis des 1 nuit quand l'étape d'après était pas trop loin. Et puis bah, à quelques endroits, seulement 2, on a mis des 3 nuits. Donc en 30 jours, on n'a pas couru, on a vu beaucoup d'endroits, mais on a quand même dû faire des choix. On peut pas tout voir. Donc il faut faire des choix, même en 30 jours. Ouais, alors justement, sur la carte, ce qu'on voit bien, Nathalie, c'est les 2 choix qu'on a fait. Le premier, on a décidé de ne pas retourner au bout de la grande péninsule du Nord jusqu'à Saint-Anthony. Ça nous a permis de sauver beaucoup de kilomètres. Et puis, c'est une région qu'on connaît déjà. Donc, on va y retourner, c'est sûr, mais plutôt pendant la période des icebergs. Et puis, le deuxième endroit qu'on a décidé de supprimer cette année, c'est la péninsule de Burin parce que on ne peut pas retourner à Saint-Pierre-et-Miquelon cette fois-ci. Là encore, ça nous a permis de sauver des kilomètres et d'aller d'explorer des régions qu'on connaissait un petit peu moins. Donc, comme l'a dit Stéphane, en 30 jours, on peut faire beaucoup de choses, mais on peut pas tout faire. Et c'est vrai que ça prend vraiment du temps, en fait, de partir explorer les péninsules, de faire des petits tours comme ça. Ouais, c'est intéressant, tout cet itinéraire-là. On voit très bien hein, que faut revenir sur ses pas par moment. Mais c'est ça, c'est que, en fin de compte, avec tout ce que vous m'avez dit là, par rapport à la possibilité de voir des icebergs, la météo, je, 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 je- je vous propose ce que j'ai en tête. OK? Admettons qu'on décide d'aller avec notre voiture. On part à la fin mai pour 1 mois, parce que votre itinéraire, je le trouve très intéressant. On prend le traversier jusqu'à Argentia pour visiter l'est de l'île. Après, je me dirige vers l'ouest, tantôt vers le nord, tantôt vers le sud. Peut-être que nous, on ira jusqu'à Saint Anthony's. Puis finalement, repartir par Port-au-Basque. Ça ferait un beau voyage, ça. Alors, oui, c'est sûr que ça fera un beau voyage. Ce sera à peu près ce qu'on a fait, à part que nous, on n'est pas allé jusqu'à Saint-Anthony. Par contre, tu pourrais pas le faire dans ce sens-là si tu pars à la fin mai. Pourquoi? Parce que le traversier sur Argentia est saisonnier et commence à la mi-juin seulement. Donc, ça veut dire que pour faire l'itinéraire que tu as en tête, il faudrait que tu commences à Port-au-Basque fin mai et que tu termines ton itinéraire à Argentia. Et j'ajoute que ça serait le même cas de figure si tu veux venir pendant 1 mois et que tu veux faire 30 jours et que tu voudrais commencer à Port-au-Basque et terminer à Argentia. Tu pourras pas parce que
le traversier d'Argentia, son dernier départ, ça va être autour du 20 septembre. Et puis, il n'y a pas des départs tous les jours, c'est seulement 3 fois par semaine. Tu as les dates, Christine, du traversier d'Argentia pour 2025, par Euh, exemple? ouais, elles viennent juste de sortir. En fait, ça va être du 13 juin au 20 septembre. Alors, ça varie un petit peu hein, selon les années, mais c'est toujours à peu près la même chose. Ce que je dirais, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que sur les 3 traversiers qui permettent d'accéder à Terre-Neuve, bah, les 2 qui sont sur la côte ouest sont en fonction toute l'année, tous les jours. Alors que celui qui est vers la côte est, donc vers Argentia, il est saisonnier. Donc, quand tu réfléchis à ton itinéraire, bah, c'est celui-ci qu'il faut que tu regardes au niveau de tes dates. C'est important aussi de bien calculer parce que 30 jours sur place, c'est pas le même jour que d'avoir 30 jours au total pour ton voyage. Par exemple, nous, on avait 37 jours. Alors, on a passé 30 jours sur place à Terre-Neuve, mais on a dû consacrer 7 jours à venir jusqu'à Terre-Neuve et à repartir de Terre-Neuve. 3 jours à l'aller entre notre maison et le traversier, Terre-Neuve. Et puis, au retour, on a pris 4 jours entre Terre-Neuve et la maison. Donc, c'est important de calculer combien de jours ça va te prendre entre ta maison, si tu viens en VR ou en voiture, pour te rendre jusqu'à Terre-Neuve et pour retourner après, parce que ça peut faire une grosse différence de jours. Et si on envisageait une autre option, toujours notre voyage à la fin mai pour un mois, mais on n'y va pas avec ton propre véhicule, on prend l'avion, on loue une voiture ou un véhicule récréatif sur place. Est-ce que ce serait une bonne idée? Alors oui, ça serait une bonne idée. Si tu as peu de temps et que c'est ta seule option, ça sera peut-être ta seule option si, par exemple, tu as 8-10 jours pour te rendre à Terre-Neuve, ben, au départ de Québec, l'avion, ça sera peut-être ta seule option. Alors j'en profite pour dire que tes choix pour prendre l'avion, alors, la compagnie qui offre le plus de possibilités, c'est Air Canada, qui va avoir des vols directs pour desservir Saint John's sur la côte est ou Deer Lake sur la côte ouest, au départ de Montréal, Toronto et Halifax. Tu as une autre option avec la compagnie WestJet, qui elle aussi offre des vols directs sur Saint John's et Deer Lake, mais seulement au départ de Toronto. Et puisque je parle de Saint John's, un point très important, Nathalie, si tu réserves un avion et que tu veux atterrir à Saint John's, c'est important de ne pas t'emmêler les pinceaux avec Saint John. Saint John's, c'est à Terre-Neuve et Saint John, c'est au Nouveau-Brunswick. Alors, si tu te trompes, tu vas pas faire tout à fait le même voyage. Alors, c'est important, c'est le code aéroport qu'il faut avoir. Le bon code aéroport, on vous le mettra dans le document récap. Mais le petit S, Saint John's, fait une grande différence. C'est pas Saint John. Moi, j'ajoute une info pour penser aux voyageurs qui arrivent outre-mer. Alors, au niveau de l'avion, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, il y a actuellement une seule possibilité de vol direct et c'est au départ de Londres-Gatwick. C'est avec WestJet, ça atterrit à St. John's et c'est saisonnier de mai à octobre, 3 fois par semaine. Sinon, eh ben, il faut faire escale à Montréal, Toronto et Halifax, puis il faut changer d'avion. Il n'y a pas d'autre choix actuellement. Maintenant, pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce que c'est une bonne idée de louer un véhicule, donc VR ou voiture, qui arrive sur place? Alors, je te dirais que oui, et en fait, c'est ta seule option si tu veux visiter Terre-Neuve, parce que déjà, il n'y a plus du tout de réseau ferroviaire à Terre-Neuve, c'est seulement au Labrador. Puis ensuite, tu peux pas visiter Terre-Neuve en bus. Il y a un bus, mais il fait seulement des arrêts le long de la Transcanadienne, et on a vu qu'il fallait sortir de la Transcanadienne pour aller voir des attraits vraiment intéressants. Je vais ajouter une info logistique. Si tu veux louer un VR à Terre-Neuve, c'est important de savoir qu'il y a un seul loueur sur l'île. Donc, il est basé à Clarenville. C'est à 2 heures de Saint John's environ. Alors, il organise la livraison des véhicules à l'aéroport de Saint John's et à l'aéroport de Deer Lake. Évidemment, il faut que tu payes pour ça. Hein. Et puis, comme il y a un seul loueur, c'est important que tu réserves tôt. Oui, je vais juste ajouter un point, Christine, c'est que il y a un seul loueur, mais il y a une alternative. C'est possible de louer un VR sur le site de Airvesi, qui est une plateforme de location entre particuliers. Alors, c'est les Terre-Neuviens qui louent leur VR, donc ça offre une alternative si tu veux pas louer avec le seul loueur qui est basé à Clarenville.
Ouais, ouais, tout à fait. Et puis, si on parle des voitures, si tu choisis plutôt de louer des voitures, enfin une voiture, ça devrait te suffire. Dans ce cas-là, c'est plus facile parce que dans ce cas-là, c'est plus facile parce que il y a plusieurs loueurs qui ont des succursales aussi bien à l'aéroport de Saint John's qu'à l'aéroport de Deer Lake. Alors, quand je dis plusieurs loueurs, c'est vraiment des grosses compagnies comme Avis, Hertz, Budget, donc il y a quand même pas mal de véhicules disponibles. Maintenant, si tu décides de faire ce dont on a parlé, c'est-à-dire d'arriver à un endroit et de repartir d'un autre endroit, arriver à Saint John's, repartir de Deer Lake, il y a 2 points importants à voir avec le loueur. C'est un, est-ce qu'il t'autorise à faire ça? Puis 2, c'est quoi le montant de frais d'abandon que tu vas avoir à payer sur place? Parce que ça peut chiffrer quand même assez vite. Les frais d'abandon, c'est les pénalités que les loueurs appliquent quand tu prends et que tu rends ta voiture dans 2 villes différentes. Puis j'ajoute un point, c'est comme pour les VR, il y a une alternative aux loueurs de voitures dont Christine vient parler. C'est Turo, qui est une plateforme de location entre particuliers. Donc là encore, c'est les Terre-de-Viens qui vont louer leur voiture. Donc, comme pour les VR, c'est une option. Ouais, ben, pensez-y bien tout ça parce que en considérant, comme tu le disais, Stéphane, aussi le temps de déplacement sur la route pour se rendre au traversier en Nouvelle-Écosse et ensuite revenir chez soi, euh, retraverser la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, le Québec, pour se rendre chez soi. Si on veut vraiment maximiser le temps qu'on a pour le passer sur l'île, c'est ça, c'est un pensée si bien. Mais Christine, tu parlais de la réservation de la voiture, du VR. Est-ce que c'est mieux aussi de réserver le traversier? Alors, pour le traversier, je vais faire la distinction entre Marine Atlantique, qui est sur les liaisons au départ de la Nouvelle-Écosse, au départ de North Sydney, et puis Labrador Marine, où là, c'est la liaison depuis Blanc-Sablon vers Sainte-Barbe. Si je prends Marine Atlantique, oui, je te conseille vraiment de réserver. D'abord parce que ben, les liaisons, enfin les traversées au départ de North Sydney sont très en demande. Ensuite, ça te permet de garantir la date que tu veux, l'horaire que tu veux, enfin en tout cas ce qui convient le mieux à ton itinéraire. Puis troisièmement, ça te permet de garantir une cabine si tu en veux une. Et quand tu prends une traversée de nuit, comme par exemple la traversée North Sydney-Argentia où tu n'as pas le choix, uniquement de nuit et ça dure 16 heures, la cabine, c'est vraiment plus confortable pour toi au niveau du voyage. Ça, c'est certain. J'ajouterais aussi que c'est d'autant plus important de réserver tôt si tu voyages avec Pitou ou Minou. En tout cas, si tu as un animal de compagnie, parce que la capacité des cabines adaptées aux animaux est vraiment limitée. Donc, faut s'y prendre vraiment tôt. Et puis, même chose si tu voyages avec un gros véhicule. Là, je sais pas si tu as un VR de ton côté, mais si tu as un gros véhicule ou une roulotte, il faut réserver tôt également pour être sûr d'avoir de la place. Puis j'ajoute un point, en fait, il n'y a que des avantages à réserver tôt le traversier. Tu prends aucun risque. Si tu peux être remboursé en totalité si tu annules à plus de 48 heures avant ta date de départ. Donc, il y a que des avantages, donc Ouais. autant réserver tôt. Le dernier point, c'est quand réserver avec Marine Atlantique. Donc en fait, tu peux réserver à partir de la mi-novembre, c'est-à-dire au moment où Marine Atlantique affiche sur son site web ses prix et conditions. Si t'as pas de besoin particulier, à ce moment-là, je te conseille de réserver entre janvier et mars. OK. Et puis moi, je continue avec Labrador Marine. Est-ce que c'est mieux de réserver le traversier qui fait la fameuse liaison entre Blanc-Sablon et Sainte-Barbe? Alors là, il y a moins d'urgence à réserver. Tu peux attendre mars-avril. C'est quand même une liaison qui est beaucoup moins fréquentée. Il n'y a pas d'histoire de cabine non plus parce que il n'y a pas de cabine. Le traversier, la traversée dure qu'1 heure 45. Il n'y a pas non plus d'histoire de pitou et de minou parce que les animaux peuvent rester dans le véhicule. Alors, ceci dit, si maintenant ton programme est serré, que tu voyages en haute saison, en été, que tu as un gros VR, tu peux réserver et t'y prendre le plus tôt possible. Mais c'est moins urgent, c'est moins pressé que pour les liaisons au départ de North Sydney. Sachant aussi qu'avec Labrador Marine, tu peux annuler sans frais à plus de 72 heures avant ton départ. Donc, pas de OK, risque là, non on plus. parle du traversier du côté du Labrador, là.
Exactement, celui qui est tout à fait là-haut à la grande péninsule du Nord, qui fait la liaison entre le Québec, Blanc-Sablon et Sainte-Barbe, tout au nord. Qui n'est pas la même compagnie maritime que celle qui fait les liaisons entre Port-au-Basque et Argentia. Exactement, c'est une compagnie OK, différente. OK, parfait. Ça, c'est bon à savoir. Donc, une fois qu'on va avoir décidé, OK, si on se rend en avion ou par le traversier, qu'on va avoir concocté notre itinéraire, est-ce qu'il faut s'y prendre bien à l'avance? En fin de compte, à quel moment on devrait se pencher sur les réservations des hébergements ou des campings, des activités? Bah, ça, c'est une bonne question, on nous la pose souvent. Puis avant, la question préalable, ce serait: est-ce qu'il faut réserver les campings et les hébergements? Alors, je vais commencer par les campings. Peut-être que tu n'auras pas besoin de réserver si tu voyages en VR et que tu aimes faire du bonddocking. Bah, pas besoin de réserver parce que Terre-Neuve, c'est vraiment une destination idéale pour le camping sauvage. Donc, passer des nuits en dehors du camping, c'est très facile à Terre-Neuve. Maintenant, si tu veux passer quelques nuits ou toutes tes nuits en camping, alors oui, il faut réserver. Surtout si tu voyages en juillet-août. Et puis, surtout aux étapes touristiques comme le parc national du Gros Morne, Toolingate ou St. John's, faut réserver. Maintenant, OK. quand est-ce qu'il faut réserver les campings? Je vais donner la parole à Christine. Alors, en règle générale, je te conseille de réserver entre janvier et mars pour les campings. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la date de début des réservations est différente d'un camping à l'autre. Donc, ça veut dire que tu vas pouvoir en réserver certains qui sont bien organisés dès début janvier, mais d'autres, ce sera pas avant la fin avril. Une exception pour les campings dans les parcs. Pour ces campings-là, il y a une date de lancement officielle des réservations parce que c'est géré par le gouvernement. Donc, pour les parcs provinciaux, c'est en général, les réservations commencent aux alentours du 20 avril. Là, ça change un petit peu selon les années. Et puis, pour les parcs nationaux, c'est au courant de l'hiver. Alors, pour 2025, les réservations vont commencer le 12 février pour les deux parcs nationaux de Terre-Neuve, c'est-à-dire celui de Terra Nova et celui de Gros-Morne. Ce que je te conseille de faire pour les campings, justement, dans les parcs, c'est de réserver le jour même où les réservations commencent. Surtout si tu voyages en juillet-août, en fait. C'est parce que les meilleurs emplacements, pris d'assaut dès que les réservations ouvrent. Donc, c'est vraiment important de le faire rapidement si tu as des exigences particulières ou si tu en as déjà identifié qui te plaisent, il faut que tu réserves le jour où ça commence. Maintenant, pour les hébergements, quand réserver les hébergements? Là encore, comme pour les campings, est-ce qu'il faut réserver les hébergements? Alors, si tu voyages en juillet-août, oui, 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 je te conseille de réserver toutes les étapes pour tes hébergements. Et en tout temps, même si c'est en dehors de juillet-août, je te conseille de réserver au minimum les étapes très touristiques et les étapes avec peu d'hébergements. Pour la date, en général, je te conseille de réserver début janvier, 20 mars au plus tard. Surtout si tu voyages en haute saison, en juillet-août, ça va être très important parce que ça part vite les réservations, les disponibilités. Puis si tu as des exigences particulières, si tu veux des hébergements avec cuisine, une chambre familiale ou que tu as un budget X, je te conseille de réserver le plus tôt possible, début janvier ou plus tôt encore. Plus t'attends, moins tu auras de choix et plus ça risque d'être cher. Pour les activités, je te dirais, il n'y a pas d'urgence à réserver. Ça peut être avril-mai, par exemple. Mais tu peux aussi d'attendre d'être sur place à Terre-Neuve et de réserver quelques jours à l'avance en fonction de la météo. Une exception, je te conseille de réserver la croisière au Western Brook Pond, qui est dans le parc national du Gros Morne. Cette activité est vraiment très, très populaire. Elle se réserve très vite. Et ça, même si tu voyages en dehors de juillet-août. Parce que quand tu voyages, par exemple, en mai-juin ou en septembre-octobre, plus qu'un seul départ de programmé. Donc, c'est normal, ça se remplit très, très vite. Donc, cette activité-là, je te conseille de la réserver avant d'arriver à Terre-Neuve. Un seul départ par jour ou par semaine? Non, par jour, à OK. midi et demi, quand on est en dehors de juillet-août. Bon, juillet-août, il y en a plusieurs. En général, il y en a environ 5 par jour. OK. Puis j'ajoute un dernier point, s'il y a une activité que tu veux absolument faire à une date précise, comme par exemple nous avec la réserve écologique de Mistaken Point,
C'était une date précise, en sachant que le nombre de participants est limité, là encore, c'est mieux de réserver avant d'arriver à Terre-Neuve, si tu veux être sûr d'avoir de la place aux dates que toi tu veux. Donc, si je voyage, la haute saison, on s'entend, c'est juillet-août sur l'île de Terre-Neuve. Si je voyage en juillet-août, je suis mieux d'avoir préparé mon voyage à l'avance, avoir une bonne idée, plus qu'une bonne idée, hein, d'avoir décidé de mon itinéraire, combien de temps je reste à chaque endroit pour pouvoir avoir mes dates, pour pouvoir faire les réservations en début d'année, ou même un peu avant si on est prêt pour pouvoir faire toutes ces réservations-là et que le voyage soit fluide et simple une fois rendu sur place. Euh, c'est pour ça que Olivier et moi, quand on peut, on aime bien voyager hors saison ou au début ou à la fin de la haute saison. Parce que, comme on le disait, parfois il y a moins de monde. Euh, Puis ça permet, tu sais, d'avoir l'opportunité de réserver nos hébergements au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on va faire nos recherches avant de partir sur les possibilités d'hébergement, d'activités, tout ça. Euh, mais on attend d'être sur la route là, pour réserver soit quelques jours avant ou même la journée même là, avant d'arriver à l'endroit. Donc, si je comprends bien, pour Terre-Neuve, si on évite juillet et août, on va pouvoir faire ça sans problème, comme d'habitude. Oui, ça va être tout à fait possible, Nathalie, de faire ça. Je te dirais que le seul petit problème que tu risques de rencontrer, c'est le manque de réseau cellulaire et de Wi-Fi sur ton itinéraire. Il y a beaucoup d'endroits où le réseau est spotty, très aléatoire, et donc tu pourras pas faire de recherche ou réserver au fur et à mesure. Alors ça va être le seul petit bémol pour faire ce que tu veux faire. Ah, ben tu vois, ça, c'est des informations très importantes à savoir avant euh, que, comme l'accès au réseau Internet sur l'île. Écoutez, Christine, Stéphane, tout ça, je pense que ça va aider énormément pour préparer un voyage à Terre-Neuve et aussi, surtout, savoir à quoi s'attendre rendu sur place. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces informations-là. Il y a des sujets plus spécifiques qu'on n'a pas abordés, comme est-ce qu'on devrait apporter nos vélos pour un voyage à Terre-Neuve? Comment ça se passe exactement sur le traversier? Est-ce que c'est vrai que Terre-Neuve, c'est un désert alimentaire? Ouais, je pense à d'autres questions comme combien de jours rester dans le parc national du Gros-Morne parce que c'est très grand. On a tendance à sous-estimer le temps. Combien de jours rester à Saint-Josse? Donc, il y a vraiment beaucoup de questions auxquelles on peut répondre, c'est sûr. Alors, pour répondre à ces autres questions, on propose de faire une rencontre en ligne avec Christine et Stéphane, une rencontre Planning Motion à laquelle tout le monde peut participer, où Christine et Stéphane répondront à ces autres questions, mais surtout où les participants pourront leur poser directement leurs questions. Et oui, Avec ça plaisir, sera avec Nathalie. plaisir qu'on sera au rendez-vous. Bon, ben super. Merci encore à vous Ouais, deux. avec grand Merci plaisir. beaucoup à vous deux. Merci, À très merci à bientôt. toi. À très bientôt. Merci. Je vais te dire comment t'inscrire à cette rencontre, mais avant, je voulais juste mentionner qu'on a préparé un document PDF, un pense-bête, qui contient les informations, les références, les sites Web qu'on a mentionnés pendant l'entrevue. Le lien pour obtenir gratuitement ce PDF est dans la description. Et c'est aussi dans la description que tu trouveras le lien pour t'inscrire pour participer à la rencontre avec Christine et Stéphane. Tu peux aussi utiliser le code QR qui s'affiche en ce moment. Il t'amènera directement à la page d'inscription. Et si cette rencontre a déjà eu lieu, tu peux aller la regarder dès maintenant. On aura remplacé le lien dans la description et le lien du code QR par le lien de l'enregistrement de la rencontre Planning Motion sur Terre-Neuve. Alors, dernière chose avant de terminer, sur le blog voyageraucanada.com, tu peux te procurer la 3e édition du guide numérique sur Terre-Neuve en VR de 350 pages et les utilisateurs Évasion Planning Motion ont un rabais de 20 sur tous les guides numériques de Voyager au Canada. Aussi, Christine et Stéphane, qui sont des utilisateurs de Planning Motion, ont partagé sur la banque de voyage Planning Motion 2 de leurs itinéraires. Un de 14 jours pour parcourir la côte ouest de Terre-Neuve avec ses fjords, villages vikings, falaises spectaculaires, et un deuxième itinéraire qui se concentre plus à l'est de Terre-Neuve, incluant une extension pour visiter Saint-Pierre-et-Miquelon. Tu peux les ajouter gratuitement à ton Planning Motion pour t'en inspirer et créer ton propre itinéraire. Au plaisir de continuer la discussion avec Christine et Stéphane et de se voir à la prochaine rencontre Planning Motion.